podcast amoureux, l'émission qui donne envie d'aimer, animée par Nathalie Lefebvre, en collaboration avec les éditions Fernand Lanor, qui existent depuis le XXe siècle, tournées vers la santé, le bien-être et le développement personnel. L'amour, l'amour, l'amour. Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Le Podcast Amoureux. Vous le savez, cette émission a pour objectif de vous apprendre à aimer, parce que comme on le dit souvent, évidemment depuis la création de ce podcast, eh bien nous venons sur Terre pour apprendre beaucoup de choses, et parfois on oublie que l'amour s'apprend. Je crois que mes deux invités du jour sont assez d'accord avec ce postulat-là. Je vais vous les présenter tout de suite. La première est l'auteur d'un ouvrage guide de survie face à une personne à comportement difficile ou toxique. Elle est coach en développement personnel, hypnothérapeute, praticienne en programmation neurolinguistique et constellatrice familiale. Bonjour Daniela Knafo. Bonjour Nathalie. J'ai un petit peu écorché ton nom de famille, Daniela Knafo. Exactement. On prononce toutes les lettres. Toutes les lettres, parfait. Eh bien, bienvenue Daniela, je suis heureuse de te rencontrer et de pouvoir échanger aujourd'hui autour évidemment de la thématique de ton livre et puis plus largement de la dépendance affective et puis de l'amour, de ce qui nous mène à pouvoir vivre l'amour évidemment en soi et puis avec les autres. Merci à toi. Chère Daniela, tu n'es pas la seule puisque sur ce plateau, on a le plaisir de recevoir l'auteur de Confidences d'une ancienne dépendante affective. Elle est thérapeute consultante spécialisée en dépendance affective et relations de couple, conférencière et enseignante de la méthode Louise Hay. Bonjour Christina Marquez. Bonjour Nathalie. Comment ça va Christina ? Très bien, merci. Alors, je suis très heureuse de vous avoir pour cette émission, 100% féminine, évidemment. On ne va pas parler d'une thématique qui concerne que les femmes, mais je crois qu'on va avoir en tout cas peut-être ce point commun dans nos vies de femmes, d'avoir rencontré ce qu'on appelle la dépendance affective. Alors, j'ai envie peut-être de donner la parole à toi, Christina, qui a écrit cet ouvrage, Confidences d'une ancienne dépendance affective. Qu'est-ce que c'est finalement ? On en parle beaucoup, et puis beaucoup ces dernières années. Qu'est-ce que c'est la dépendance affective ? Alors, je vais te la résumer en une phrase simple, c'est être en carence affective. Et quand on est en carence affective, ça veut dire qu'on ne s'aime pas assez ou on n'aime pas certaines parties de nous-mêmes. Et en fait, on va aller vers des relations à l'extérieur de nous, des relations avec les autres, pour essayer de se convaincre qu'on mérite d'être aimé, parce qu'à travers le regard de l'autre, si on se sent aimé par l'autre, eh bien, on pense qu'on n'a pas ces carences en soi. Donc, en fait, c'est un cheminement qui va nous amener à travers des relations avec les autres pour nous permettre de prendre conscience qu'on est en carence, donc on est dépendant du regard de l'autre, de l'approbation de l'autre. Et en réalité, l'autre est là pour nous montrer justement ces parties de nous qui sont en carence pour que nous apprenions à les aimer. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il me semble qu'on vient sur Terre et qu'on est dépendant de deux pères dieux qui sont les yeux de nos parents. Alors dans leur présence comme dans leur absence, ils ont joué quand même un rôle assez déterminant. Est-ce que justement, lorsqu'on vient sur Terre, est-ce qu'on est finalement dépendant affectif et est-ce qu'on apprend en devenant adulte, en grandissant, en devenant un être à part entière finalement, un individu? Parce qu'au début, lorsqu'on vient au monde, finalement, on a déjà l'impression d'être la continuité d'un autre être qui est notre mère. Donc est-ce que finalement, on est dépendant affectif et on devient par la suite dans notre vie indépendant affectivement? Moi, je dirais oui, parce que quand on est, il faut savoir qu'à la base, aucun être humain ne veut vivre seul. Quand un enfant, quand un enfant naît, automatiquement, sa mère, elle le nourrit pas. Elle lui porte pas cet amour, il peut pas vivre. Donc, il est dépendant dans les 2-3 premières années de sa mère. Et c'est comme ça qu'il va se construire. Ensuite, le père va venir vers les 3-4 ans pour défaire un petit peu cette symbiose, quand tout se passe bien. Et après, comme tu le dis, Nathalie, en grandissant, on va devenir indépendant. On va comprendre qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre, qu'on doit d'abord s'aimer soi-même et plus attendre l'amour de l'autre. Ne plus attendre à l'intérieur de soi ce vide émotionnel qui soit rempli par une autre personne. Est-ce qu'en fonction de l'amour qu'on a reçu justement de ses parents, est-ce qu'il y a des êtres et des individus sur Terre qui partent peut-être avec un bagage d'amour? Est-ce que quand on a été alors fortement aimé, mais on va parler aussi de tout ce qu'on met derrière l'amour qui n'en est pas, parce que parfois des parents peuvent aimer mais de manière très étouffante, mais est-ce que justement c'est un petit peu le rôle des parents de savoir déjà nous donner eh bien, quelque part les cordes à notre arc pour pouvoir nous aimer et être confiants dans notre vie? Je ne sais pas si Christina ou Daniela, tu as envie de répondre? Je te dirais que
les parents vont donner ce qu'ils ont eux-mêmes reçu et ils vont le transmettre de la manière dont ils peuvent le faire, du mieux qu'ils peuvent le faire. Ce qui va créer ces carences en nous, en fait, c'est notre interprétation de la manière dont on a été aimé. C'est un peu ce que tu dis, effectivement, parfois on met tout sur le compte de l'amour, mais c'est pas forcément de l'amour. Et notre interprétation, elle va soit créer cette bienveillance en nous, cet aspect qui fait qu'on se sent aimé, ou alors ça va créer la souffrance parce qu'on ne se sent pas aimé à la hauteur de nos besoins. C'est nous-mêmes en fait qui créons ce manque, ce vide en nous, et c'est pas forcément le comportement des parents, même si effectivement à la base le tout petit enfant il est dépendant physiquement, affectivement des parents, mais par la suite en grandissant il a besoin de prendre conscience que c'est à lui d'aller voir en lui comment il a créé ces carences et comment il peut justement changer sa perception pour s'aimer lui-même. C'est vrai que dans vos deux ouvrages, on trouve vraiment en commun l'importance de la responsabilité individuelle, parce qu'évidemment, quelque part, peu importe l'héritage qu'on a reçu, c'est qu'est-ce qu'on en fait sur Terre. Alors c'est vrai que là, on retrace un petit peu les prémices de nos vies sur Terre avec ses parents qui parfois, et j'ai envie d'aborder ça, est-ce que de grandir auprès de parents qui nous donnent tout et plus encore, ça peut faire de nous justement des êtres qui plus tard rencontreront des difficultés affectives parce que un parent qui s'est sacrifié pour nous, qui nous a donné jusqu'à s'oublier lui-même, est-ce que ça vient créer des difficultés futures, Daniela? Je te dirais oui, pour la simple et unique raison, c'est quand le parent est trop fusionnel, il nous empêche de vivre notre propre vie. On est dépendant de lui. Et par mimétisme, on va répéter ce qu'il nous a donné. Donc, jamais il nous a donné trop d'amour, on va penser qu'il faut le donner à l'autre au détriment de soi. Et on va se perdre à l'intérieur. Et c'est une forme d'asphyxie. Quand on regarde, ils nous asphyxient, ils ne nous permettent pas de grandir, de devenir autonomes. Et souvent, on le voit dans les clients quand ils viennent au cabinet, qu'ils ont ce côté fusionnel avec la mère ou bien avec le père aussi. Ça vient des deux côtés. Et à 30 ans, ils sont encore là en train de dire « je dois acheter une maison, mais c'est ma maman qui décide. C'est ma maman qui est là. » Et déjà, quand à 30 ans ou 40 ans, et on parle de papa et de maman, et on ne dit pas père et mère, c'est qu'on n'a pas coupé encore le cordon ombilical. Donc ça, oui, ça continue de créer par la suite une difficulté à se faire confiance dans nos propres décisions. Déjà, finalement, c'est ça, c'est qu'on a toujours besoin de l'approbation extérieure, et notamment celle de nos parents dans un premier lieu. Et puis c'est vrai que ça ne fait pas rêver sur le terrain affectif d'épouser quelqu'un qui a besoin d'être validé par papa, maman à 40 ans. Oui, effectivement, on est d'accord. Christina, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça et cet héritage parfois un petit peu étouffant, comme on le disait, et qui peut créer derrière... C'est ce qui fait que souvent dans les relations, on va attirer un partenaire qui va un peu jouer le rôle du père ou de la mère, au lieu de jouer un rôle de partenaire, justement. Et avoir une systémie qui n'est pas finalement celle qui permet une relation saine. Exactement. Mais le but, c'est d'en prendre conscience pour justement arrêter ce schéma. Alors, chère Christina, l'ouvrage que tu as écrit, Confidence d'une ancienne dépendante affective, c'est vraiment un ouvrage à cœur ouvert où tu te livres sur l'expérience que tu as eue. J'ai envie qu'on rentre un petit peu peut-être dans ce parcours-là, toi, de réaliser un jour que tu as des difficultés de dépendance affective. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots pour les auditeurs qui, évidemment, découvriront par la suite dans cet ouvrage, en vous le procurant, l'intégralité de ton histoire. Mais déjà, à quel moment de ta vie tu prends conscience que là, il y a une difficulté dans l'affectif, il faut faire quelque chose? Ça fait plusieurs années. C'était en 2002, précisément en décembre. Tu vois, on est en pleine date d'anniversaire, effectivement. Je venais d'avoir mon deuxième enfant qui avait 6 mois et je vivais des grosses difficultés et dans ma relation de couple à l'époque. Et puis c'était arrivé au point où j'avais de gros problèmes de santé, au point que je ne pouvais même plus prendre mon bébé dans mes bras. Et en fait, j'allais tellement mal que j'avais une amie dans mon entourage à l'époque qui m'a prêté un livre et qui m'a permis d'identifier que ce que je vivais, c'était de la dépendance affective. Et j'ai réalisé que toute ma souffrance était basée sur ça. Et simplement parce que je suivais une éducation qui était strictement à l'opposé de qui je suis en réalité. Donc il y a eu un immense chamboulement dans ma vie à partir de ce moment-là. Et je suis redevenue moi-même. J'étais même pas consciente en fait de qui j'étais. J'ai commencé en fait à prendre conscience de moi-même à partir de ce moment-là.
Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu dis que tu rencontres beaucoup de problèmes de santé, en fait, qui viennent s'ajouter les uns aux autres, notamment un problème de santé qui est de l'ordre d'une maladie auto-immune, où presque ton corps, je pense à la colorectite, enfin... Oui, que j'ai eu, effectivement. Exactement, qui a un petit peu l'idée que le corps se retourne contre lui-même. Et puis, cette idée de bras droit aussi, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Donc, tu as des difficultés à prendre ton enfant et t'expliques dans le livre, justement, que le bras droit, c'est quand même symbolique. Ah, mais tout à fait. En fait, j'essayais de porter... J'étais le bras droit un peu de tout le monde. Je l'ai été tout au long de ma vie. Puis, j'ai réalisé à ce moment-là, en fait, que j'avais surtout besoin d'être mon bras droit à moi. Et qu'il y avait un cheminement à faire. Il y avait un travail à faire sur moi. D'apprendre aussi, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, à écouter vraiment tes désirs. Est-ce que finalement, quand on vient au monde, on peut imaginer que qui sommes-nous pour nous écouter nous-mêmes? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu cette idée-là, justement, mais non, je vais écouter les autres toute ma vie, mais pas forcément ce que je ressens? On n'apprend pas en fait à écouter ses besoins et ses désirs, parce que justement, je pense particulièrement à la femme, on est éduqué à être plutôt au service de l'autre. Donc, comment veux-tu que tu puisses écouter? Comment peut-on écouter ses propres désirs, ses besoins, quand on a été éduqué à être au service de l'autre et donc à écouter plutôt les besoins et les désirs de l'autre? Donc, c'est déjà une prise de conscience, et ensuite, c'est un travail sur la culpabilité, de commencer à prendre soin de soi, parce qu'on a bien été éduqué par la société avec la notion de culpabilité et d'égoïsme, que si tu t'occupes de toi, c'est pas bien. Donc ça demande déjà un premier pas pour accepter que s'occuper de soi, c'est autorisé, c'est permis, mais non seulement c'est autorisé et permis, mais c'est indispensable pour notre bien-être. C'est vital, peut-être, de déconstruire l'idée que s'occuper de soi n'est pas une démarche ni égocentrique ni narcissique. Exactement. Mais c'est peut-être le départ de l'altruisme, au contraire. Est-ce que pour toi, Daniela, ton histoire de vie, justement, avec peut-être des difficultés dans la sphère affective, est-ce que ça te parle, cette idée d'un moment donné de réaliser, mais en fait, quels sont les besoins de la femme qui vit en moi? Oui, effectivement. Alors moi, j'ai vécu une enfance assez difficile, assez compliquée, parce que j'ai eu une mère qui était assez possessive, égoïste, un peu pervers narcissique, et elle m'avait délaissée. Et moi, je comprenais pas comment elle pouvait donner de l'amour aux autres et pas à moi. Et automatiquement, j'ai grandi et elle me donnait un rôle que je n'avais pas, de m'occuper des autres. Donc, je devais donner, moi, l'amour que je n'avais pas d'une mère aux autres. Et toute ma vie, j'avais appris à me sacrifier, à donner ça, parce que c'est tout ce qu'on m'avait appris. Et quand j'ai rencontré plus tard des hommes, c'était normal. Pour pouvoir être aimée, je devais d'abord donner, me sacrifier, leur faire plaisir. Et à ce moment-là, ils pourraient peut-être ou pas me le donner. Donc en fin de compte, il y avait une dépendance affective où on attendait de l'autre qu'il devienne notre sauveur, tout simplement. Et puis on peut, et c'est très intéressant dans ton livre, tomber aussi dans ce triangle de Karpman, peut-être qu'on peut en dire quelques mots, de parfois bouger aussi, c'est-à-dire qu'on peut être une fois victime, une fois bourreau, une fois sauveur. Est-ce que finalement on a tendance un peu à tourner dans ce triangle-là? Alors le triangle de Karpman, c'est un jeu vraiment diabolique. D'abord, il faut être deux pour jouer. Donc c'est génial. Donc un jeu toujours commence par deux personnes. Si jamais on est tout seul, on s'ennuie. Donc il y a toujours deux. Un coup, le sauveur. Alors moi aussi j'étais dans ce triangle-là avec ma mère par exemple, ou avec un des maris que j'ai eu, peu importe. Mais à ce moment-là, on joue à la fois le rôle du sauveur, à la fois de la victime et à la fois du bourreau. Donc quand à un moment donné, la personne nous en demande trop, elle devient notre bourreau et nous, on joue la victime. On joue la victime à ce moment-là. Et quand on joue la victime, parce qu'elle nous en demande trop, on devient vite fait, on a le rôle de victime. Après, automatiquement, il va devenir le sauveur et vice-versa. Et on continue dans ce cheminement. Et c'est vraiment malsain parce qu'aucune relation ne se construit comme ça. Donc, on est tout le temps dans l'attente. Un coup, il faut que je le sauve parce qu'il n'est pas bien. Un coup, c'est lui qui doit me sauver. Un coup, il faut que je joue les bénéfices secondaires en disant que je suis mal, je suis pas bien dans ma peau pour qu'il vienne me sauver et vice-versa. La seule façon de s'en sortir de ce fameux triangle, c'est carrément de s'en aller. Dès qu'on sent que le jeu psychologique, parce que c'est vraiment un jeu psychologique, commence, il faut en arrêter tout de suite. En se disant, stop, ça s'arrête, ça passe pas par moi. Là, il y a un jeu qui me convient pas. J'arrête, je stoppe. Et du coup, la personne est toute seule et elle peut plus jouer.
J'imagine que déjà, en effet, de taper un peu du poing sur la table et de dire, en fait, non, je ne veux pas rentrer finalement dans ces postures de pouvoir, de prise de pouvoir, etc. Ça fait déjà qu'on se met à demander quelque chose de différent. On va amener le sujet de la spiritualité aussi dans cette émission, mais est-ce que ça aussi, ça peut suffire déjà dans un premier temps à dire, stop, j'ai besoin d'autre chose? Oui. Stop, ça va. C'est plus moi, j'ai plus envie de ça. Alors, quand on dit stop, c'est se respecter, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est là qu'on commence à faire une introspection de soi. Alors oui, c'est douloureux parce qu'on ouvre des nouvelles portes. Et là, on peut en parler dans la spiritualité. On a cette petite voix qui dit, là, t'es en danger. Arrête, tu te fais du mal. C'est un jeu répétitif, c'est un schéma vicieux. Il faut le casser, il faut le transcender. Alors comment on fait? On apprend. Déjà, en disant stop, c'est qu'on prend conscience et on conscientise la chose. Est-ce que quand on arrive justement à la quarantaine et que tout d'un coup, il y a un champ des possibles de qui suis-je, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, est-ce que Christina, ça a été comme peut-être un petit peu vertigineux de se dire tout d'un coup, quand on a vécu à travers le désir des autres sur soi, quand on se pose la question de nos propres désirs, qu'est-ce que ça provoque? Un vrai chamboulement dans ta vie, dans la tienne et puis dans celle de ton entourage, parce que les gens ne te reconnaissent plus. Évidemment... Moi, en ce qui me concerne personnellement, j'ai pris conscience de tout ce que j'avais pas pu vivre dans mon adolescence, dans ma jeunesse. Et j'ai mis un terme, par exemple, à mon mariage à ce moment-là, parce que j'ai vraiment réalisé que ce que je prenais pour de l'amour dans cette relation, ça n'en était pas, c'était de l'attachement, un attachement toxique, autant de ma part que de la part de mon ex-mari. Et à ce moment-là, on n'a qu'une envie, c'est de vivre, vraiment d'exister, d'être soi-même, d'expérimenter, de faire l'expérience de soi. Et ça peut chambouler beaucoup ton entourage parce qu'effectivement, il est perdu, il ne te reconnaît plus. Et tu vas en fait, de manière inconsciente et involontaire, aller toucher les peurs justement de cet entourage. Mais... on est dans une telle euphorie, on se découvre, on est en train de se connaître, on est en train de réaliser qui on est réellement, que rien ne peut nous arrêter. Est-ce que les problèmes de santé ont cessé par la suite? Complètement, mais c'est une transformation radicale à tous les niveaux, même physiquement. Je trouve ça quand même incroyable d'imaginer que le corps, à ce point-là, vient finalement nous aider, c'est notre allié. C'est intéressant d'imaginer que toute notre vie, et puis là on parle entre femmes, mais la question des complexes avec les femmes passent beaucoup de temps à détester ce corps. Finalement, est-ce que ce corps, ce serait pas notre plus grand allié pour nous délivrer les messages, alors de notre âme, de notre être, de notre inconscient, peu importe l'endroit où on a envie de placer ces messages-là profonds. Mais en tout cas, c'est vraiment un allié dans la compréhension de soi. Exactement. Et le corps, moi, je l'avais détesté pendant des années, jusqu'à à peu près mes 36 ans. Je comprenais pas à quoi il me servait ce corps-là. Je l'aimais pas. Je me sentais pas congruente, tête, cœur, corps. Et quand j'ai appris à me dévoiler, quand j'ai dit, voilà ce que je veux vraiment, voilà ce qui me convient, voilà comment je veux vivre, j'ai commencé à m'apprécier, à m'aimer comme j'étais et à adorer ce corps, à me dire, mais c'est mon allié, c'est mon temple, il fait partie intégrante de moi. Comment je peux le dénigrer? Donc j'ai commencé même à l'aimer, à le chérir, à lui parler. Et donc quand j'ai mal à la tête, je mets les mains sur la tête et je lui parle. Et je me dis qu'il y a une résonance entre lui et moi et on fait qu'un. Cette forme d'unicité, et ça c'est génial, c'est magnifique. On parlait avant de démarrer l'émission et en coulisses du rapport justement qu'on peut commencer à développer de sensualité à soi, puisque le déclic, et évidemment on va le partager pour nos auditeurs, ça a été pour vous deux l'amour de vous-même, en fait, de décider qu'un jour il y avait une femme, un être qui comptait peut-être plus que tous les autres dans cette vie, c'était soi, et de démarrer justement cette conquête de soi. Est-ce que vous pourriez tous les deux nous en dire quelques mots et puis tout ce que ça a pu transformer par la suite de vous aimer? Moi, ça a commencé par, en quelque sorte, je suis devenue rebelle, tout simplement. J'ai pris conscience de ce que je voulais et que j'avais appris à ne pas m'autoriser à être. Et d'un seul coup, j'ai commencé à me l'autoriser. Donc, ce changement, effectivement, ça m'a apporté des bénéfices pour moi, mais j'ai vu disparaître beaucoup de monde dans mon entourage. Okay. Et ça a été d'abord douloureux, mais ensuite très libérateur. Parce que j'aime beaucoup cette théorie de miroir que j'utilise beaucoup. Et qui pour moi était une vraie révélation dans le sens où on attire toujours en face de soi des personnes qui nous reflètent, qui nous sommes dans l'instant T.
Et au fur et à mesure que moi, j'ai changé, eh bien, effectivement, j'ai vu les gens autour de moi soit disparaître, soit j'avais l'impression qu'ils changeaient. En réalité, c'était moi qui avais changé et mon comportement ayant changé, je n'avais plus les mêmes retours en face de moi. Bien sûr. Est-ce qu'avec ces gens, tu avais l'impression, avant d'avoir des relations épanouissantes, Non. Finalement, tu réalises après coup, et c'est intéressant, dans ton livre, tu parles de la question du respect, évidemment, à s'octroyer à soi pour être respecté à l'extérieur. Et j'ai vraiment envie qu'on axe cette émission aussi là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui peuvent se sentir victimes, et peut-être beaucoup de femmes qui écouteront cette émission et qui ont l'impression qu'elles ont justement des relations toxiques qui sont un petit peu comme un schéma répétitif et qui reviennent en boucle dans leur vie. L'idée, quand on est victime, c'est qu'on n'a pas forcément de levier d'action. Et lorsqu'on devient responsable, en se disant, il y a des choses en moi qui attirent ça, on a vraiment un levier d'action. Et c'est pour ça que c'est tellement important de vous avoir en train de parler justement de comment je réhabilite en moi tout ce qui a toujours dû être. Et peut-être que ça passe aussi par un entourage qui se construit différemment. Est-ce que par la suite, tu as vu entrer dans ta vie des gens qui te correspondaient plus, mais plus à la femme que tu es vraiment? Mais bien sûr. Soit les gens qui étaient là continuaient de rester dans ma vie, mais il y a eu une mutation, en fait, également dans la relation avec ces personnes-là. Soit j'ai attiré de nouvelles personnes qui, effectivement, avec lesquelles je me sentais respectée, puisque j'ai commencé à me respecter, bien évidemment. Merveilleux. Daniela? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, Christina. C'est un petit peu la même chose. Moi, à 36 ans, quand j'ai commencé vraiment à m'aimer, quand j'ai commencé à apprécier ce corps de femme, eh ben, j'ai trouvé une autre sensualité, une autre forme dans l'amour, dans ce que je voulais véhiculer, et pas ce que les parents, par mimétisme, ont fait ou ce que la société attendait de nous. Je me suis dit, non, là, j'ai envie de ça, je vais demander. Voilà, dans la relation amoureuse, peu importe. Et je me suis sentie épanouie et vraiment bien avec moi-même. Je me suis dit, jamais la personne ne veut pas, bah tant pis. Aujourd'hui, je demande, je suis moi, je suis, tout simplement. Et le fait de dire je suis, c'était une façon de me dire j'existe. Et d'être vraiment en adéquation avec moi-même, avec ce cœur. Et c'est la première fois, c'est vraiment à 36 ans, je le dis, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi je le répète à chaque fois, 36 ans. Mais bon, c'était important parce que c'est là où j'ai senti mon cœur vraiment battre. Avant, je le sentais pas. J'avais l'impression que j'étais coupée des émotions. Entre cet affect où j'attendais un sauveur, j'attendais que quelqu'un, un petit peu, vous savez, ce prince charmant qui vient vous sauver, qui va vous délivrer, il va vous emmener dans un château, tout va être magique, vous allez vivre heureuse. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. La vraie chose qui existe pour trouver ce château, pour trouver cet homme-là, c'est déjà de commencer par soi, de se dire « Waouh, c'est moi ». Si jamais je suis en accord avec moi-même, automatiquement, les gens que je vais trouver autour de moi vont être en accord avec qui je suis. Avant, j'étais pas en accord, donc j'attirais des personnes qui le savaient parce que j'avais une brèche, j'avais une faille. Donc, ils rentraient dans cette faille-là. Là, aujourd'hui, j'ai plus de faille, je suis OK avec tout. Je suis OK de mes défauts. Et j'adore mes défauts. Parce que c'est dans mes défauts que j'apprends à me développer, à me surpasser. Et je trouve ça génial. Presque un petit peu l'humilité de notre être. C'est ça, en fait. Oui, tout à fait. Et le corps de femme, c'est quelque chose, là, parce qu'on parle de la femme, on pourrait parler de l'homme aussi, mais c'est quelque chose de juste merveilleux et fantastique. Et à toutes les femmes, il faut vraiment leur dire, aimez-vous, bichonnez-vous, caressez-vous, mettez de la crème tous les jours sur votre corps, parlez à votre corps. C'est vraiment votre extension de vous-même. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que ce rapport de sensualité, c'est comme si tout d'un coup il prend sa place aussi. On nous apprend à être sensuel pour les autres, à développer de l'érotisme avec les autres. Quelque part, on nous apprend pas à vivre ça avec nous et avec nos propres corps déjà, et même avec nos propres jouissances. Enfin, si on va plus loin dans ce sujet-là, on peut y aller, allons-y. Oui. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas et qui, quelque part, déjà, vient nous nourrir. Moi, je crois que quand des femmes me disent « mon mari ne me désire plus depuis des années », je dis « mais est-ce que toi, tu te désires ?» Est-ce que c'est une question qui vous semble pertinente ? Oui, c'est très pertinent et c'est justement ça qu'il faut leur répondre. C'est déjà, est-ce que vous vous aimez? Comment vous vous habillez? Moi, j'ai toujours aux femmes, quand elles viennent, j'ai déjà... c'est quoi vos dessous que vous mettez? Si déjà vous vous faites plaisir, si déjà vous mettez des beaux dessous pour vous-même déjà, sans même qu'il y ait rien, c'est une image qu'on envoie à l'autre, c'est un code, c'est un message, et automatiquement l'autre nous désire. C'est un jeu, mais c'est un jeu avec nous-mêmes déjà à la base. Donc quand on s'habille, pour qui on le fait? Si on le fait pour l'autre, ça ne fonctionnera pas. Mais si on le fait pour soi, tout ce qu'on peut mettre nous ira à merveille. Peu importe qu'on mettrait un sac poubelle, ça nous ira à merveille. On serait réellement sexy à l'intérieur, si on est en accord avec nous-mêmes. Ça, je trouve ça bien.
s'honorer soi-même, Christina, j'imagine que ça te parle fortement. Oui, bien sûr. Oui, oui. Par quoi ça passe pour toi aujourd'hui ? Toujours être consciente de mes besoins et d'y répondre. Moi, j'ai beaucoup appris, en fait, surtout à pouvoir identifier quand est-ce que je suis dans mon ego et quand est-ce que je suis centrée sur moi. Donc, à partir du moment où je sais que je ne suis pas centrée sur moi et que je suis dans mon ego, ça va m'indiquer comment est-ce que je peux aller identifier mes besoins et les honorer, poser les actions qui vont faire que je vais répondre à ces besoins-là. Et ça demande, encore une fois, l'inconfort de peut-être ne pas être accepté par l'extérieur, par l'entourage, et d'être toujours en train d'apprendre à s'aimer, à s'accepter soi-même, même si on n'a pas l'approbation de l'extérieur. Donc pour moi, s'honorer, c'est surtout ça. C'est courir le risque de ne pas être aimé par tout le monde, et tant mieux, parce qu'on n'a pas besoin d'être aimé par tout le monde, on a surtout déjà besoin d'être aimé par soi-même. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Daniela, c'est être conscient de soi et puis s'aimer soi-même, bien évidemment. L'impact sur les enfants, j'imagine, est grand quand on décide de ça pour soi. Qu'est-ce que c'est venu provoquer pour tes enfants, par exemple ? Une incompréhension au départ, parce que de toute façon, quand j'en ai pris conscience, j'avais déjà un garçon qui avait déjà 10 ans, donc un certain vécu, il a connu maman d'une certaine manière, et quand maman a changé, c'est inconfortable et incompréhensible pour lui. Et en même temps, ça demande de la patience, parce qu'il y a vraiment une phase de transition, et dans cette phase de transition, c'est important d'être fidèle à soi-même, même si effectivement ça peut être inconfortable pour nos enfants, mais c'est l'héritage qu'on va leur laisser. En se donnant le droit d'être soi-même, de s'honorer, de se respecter, tu enseignes ça à tes enfants. Et ça passe par l'enseignement qui est celui que tu risques de déplaire à certaines personnes. Mais respecte-toi toi-même et tu te sentiras bien même si tu déplais aux autres. Et puis ça fera de la place pour les gens avec lesquels on vibre vraiment. Exactement, parce que c'est surtout ces gens-là dont on a réellement besoin. Tout à fait. On a quand même besoin d'être en relation, hein. En tant qu'être humain, c'est fait pour ça. Mais moi, je pense que les relations dont on a le plus besoin, c'est celles avec lesquelles on se donne le droit d'être soi-même. On n'a pas besoin de porter un masque, ou en tout cas, on en est de plus en plus conscient, parce qu'on est des êtres humains quand même, on en porte, hein, qu'on le veuille ou non. Mais se donner le droit dès qu'on prend conscience qu'on est dans la blessure, qu'on est en train de porter un masque, eh bien s'autoriser justement à l'enlever et à être soi-même. Et c'est avec ces personnes-là, avec ces relations-là, qu'on peut s'épanouir, et que ces personnes peuvent s'épanouir également dans la relation avec nous. Bien sûr. Moi, ça me fait penser presque un peu à la métaphore d'être à nu, quoi, d'être vulnérable, oui. d'être soi, d'être fort et vulnérable, parce qu'il peut y avoir aussi, à contrario, parfois des femmes qui ont peur de devenir, entre guillemets, puissantes dans l'idée qu'elles pourraient effrayer des hommes par la suite. Donc je pense que dans les deux cas, pouvoir se montrer fragile et puissante, enfin, dans tout ce qui nous compose. Moi, Daniela, j'ai envie de savoir, est-ce que quand on grandit avec une maman, justement, qu'on peut nommer de toxique, est-ce qu'on peut par la suite pardonner ? Comment aujourd'hui tu te sens par rapport à cette éducation et à cette maman ? Alors avec cette maman, je lui ai pardonné à ma mère pour la simple et unique raison, c'est que très vite j'ai commencé à comprendre que c'est un comportement et que c'était pas une façon d'être, et qu'en fin de compte elle a répété ce qu'elle avait connu elle-même de sa propre famille, de son système familial. Donc quand j'ai commencé à comprendre qu'elle faisait des actes manqués, hein, comme disait Freud sur certaines choses, et que c'était un comportement, c'était pas sa façon. Ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. À ce moment-là, j'ai appris à l'analyser, j'ai appris à comprendre son mécanisme de fonctionnement. Et je me suis dit, c'est ok, elle fonctionne comme ça. Je peux pas la changer. C'est à moi aujourd'hui de m'aimer, c'est à moi d'avancer dans ma vie et de pas compter sur elle. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans les années qui ont suivi, elle est venue, parce que ma mère est décédée, mais elle est venue vivre chez moi pendant plus de 10 ans. Avec mon père à la maison. Et par rapport à mes enfants, ça a été une exceptionnelle grand-mère. Okay. Exceptionnelle. Et ça, je la remercie parce que c'était merveilleux et magique. Et c'est comme ça que j'ai coupé tous ces liens de toxicité, parce que j'ai accepté de me dire que c'est pas de sa faute. C'est un comportement qu'elle a eu. Et la première personne sur laquelle elle a fait une projection, c'était moi.
Un point, c'est tout. Et j'ai appris à développer tout ça et à le mettre en place et à le mettre en action. Et je l'ai fait aussi comprendre à mes enfants. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que je pense qu'on puisse leur faire, pour plus leur transmettre des choses négatives. Et c'est quand même assez incroyable de réaliser que on peut être une exceptionnelle grand-mère et être une maman, parce que c'est pas du tout les mêmes choses qui se jouent. Non, c'est vraiment magnifique, parce que moi, quand je la voyais, il neigeait, elle allait sous la neige chercher du pain pour mon fils, parce qu'il fallait lui donner à manger à midi. Elle lui faisait des repas que moi, elle m'a jamais fait. Et je trouvais ça juste merveilleux. Par contre, ce rapport entre nous, il était quand même difficile. Je ne vais pas dire qu'on efface. On n'efface pas. On comprend, on avance avec, on pardonne le comportement et on se pardonne à soi-même. Parce que d'une certaine façon, je l'ai laissé faire. Quand elle a agi, j'aurais pu dire stop, ça va pas, c'est pas comme ça. Je l'ai laissé faire parce que pour moi, c'était l'autorité. Et ce qu'elle disait, c'est que c'était vrai. Et c'est comme ça que plus tard, j'ai eu des relations un petit peu toxiques par rapport à ça. Parce qu'on refait la même schématisation, tout simplement. Mais ça a été vraiment une très belle expérience. Jamais c'était à refaire. Vous voulez que je vous dise une chose? Tu veux que je te dise une chose? Quand je dis vous, je referai la même chose. Et je suis contente d'avoir vécu ça. C'est fou, hein? Bah ouais. Bah c'est toi. Oui, tout simplement. Alors, vous avez toutes les deux créé des méthodes, on va en parler, parce que vous accompagnez alors en tant que thérapeute et en tant que coach. Christina, raconte-nous un petit peu cette méthode. Alors, on va évidemment encore une fois laisser un peu de suspense pour que les auditeurs lisent vos deux ouvrages et découvrent un petit peu plus justement où est envie de vous contacter pour se faire accompagner. En quoi ça consiste, Christina ? On passe d'abord par la prise de conscience, ça c'est indispensable parce que tant qu'on n'est pas conscient qu'on répète des schémas, quand on est dans la souffrance, forcément on est dans un schéma qui se répète. Pour moi, il trouve son origine toujours dans l'enfance. Et on est venu justement pour travailler sur cette blessure qui est enclenchée dans l'enfance. Et à partir de la prise de conscience, il y a la notion de prise de responsabilité. Donc sortir de la position de victime, qui ne veut pas dire, c'est très important pour moi parce que je l'ai tellement entendu à chaque fois que je parle de cette prise de responsabilité, beaucoup de personnes pensent que être responsable veut dire je suis coupable, c'est de ma faute. Ça ne veut absolument pas dire ça. Ça veut juste dire que je retire le pouvoir à l'autre, dans le sens où je dois prendre conscience que tant que je me positionne en victime, je suis encore en train de donner le pouvoir à l'autre sur mon bien-être. Et par conséquent, je ne veux pas comprendre comment moi-même, à partir de mes pensées, de mes croyances, de ma vibration, je peux moi-même donner naissance aux résultats que j'obtiens dans ma vie. Alors, je ne suis pas tout seul dans la relation, je ne porte pas la responsabilité à 100%, mais j'ai ma partie de responsabilité et je dois apprendre à comprendre comment je crée moi-même les résultats qui m'arrivent et comment, justement, je peux changer ces résultats pour améliorer ma vie et pour sortir de cette position de victime et commencer, en fait, à vivre la vie que je mérite, à apprendre à m'aimer et à me créer la vie pour laquelle je suis venue expérimenter cet amour que je suis venue apprendre dans cette vie. Elle consiste, en gros, là-dessus, ma méthode. Magnético-bonheur. Très joliment dit. Évidemment, il y a aussi cette idée peut-être magnético d'attirer, aussi de manifester. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Des circonstances différentes dans notre vie, parce que c'est vrai que, comme tu le dis si bien, l'idée c'est de ne pas culpabiliser pour se rajouter une raison de se flageller au quotidien. Ça va, on l'a déjà assez fait. Exactement. Et c'est l'idée de pouvoir juste... La responsabilité, c'est quelque chose de merveilleux, de toute façon, dans la vie, de savoir... moi, je trouve les engagements, la responsabilité... voilà. Et puis, c'est ce qui nous mène, de toute façon, à être heureux, au bonheur de... Ok, je prends ma vie en main et en fait, je suis créateur et ça, c'est quand même... Voilà, on crée dans la conscience. Parce que de toute façon, on crée quoi qu'il arrive. Oui. Mais souvent, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on a créé de manière inconsciente. Donc l'objectif, c'est à partir de cette responsabilisation de commencer à créer de manière consciente. Merveilleux. Daniela, cette méthode, toi, que tu proposes aux gens que tu accompagnes, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? Alors, dans l'hypnomédite de pleine conscience, à travers le coaching, je vais emmener les personnes, en séance d'hypnose par exemple, à aller au plus profond d'eux-mêmes et on va aller travailler tous les sens.
c'est-à-dire les odeurs, les ressentis. Moi, je travaille beaucoup avec les ressentis, les émotions. Qu'est-ce qui fait en soi qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ressent? Les émotions, qu'est-ce que ça donne? Et on va essayer de décharger tout ça. Et une fois qu'on est rentré au plus profond de soi, qu'on a commencé à travailler sur les émotions, sur les ressentis, sur ces vibrations, sur les mots qu'on entend, sur tout ce qui nous fait écho, résonance, sur cette petite voix à l'intérieur, à ce moment-là, on va monter en puissance vers le haut et on va aller plutôt dans le monde, c'est-à-dire on va être à la fois ancré et à la fois relié vers le haut. Donc on va être en ouverture de soi. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est notre objectif? Comment on l'atteint? Et on va aller dans cette visualisation. Donc voilà, je vais plonger. À un moment donné, on remonte au milieu pour reprendre tout ça. Pourquoi on ressent ça? Comment on enlève? Comment on fait? Et hop, après c'est l'explosion des sens. Et je dis toujours aux gens, ressentez. Ressentez. Qu'est-ce que vous sentez? Comment il bat votre cœur? Qu'est-ce que vous entendez? C'est quoi? Et ça, c'est vraiment génial. C'est magique. Donc, j'adore faire ça parce que j'adore les relations humaines. Et quand la personne vient avec sa problématique, pour elle, c'est énorme. C'est énorme parce que des fois, ça peut paraître un petit truc, mais ça la bousille depuis des années. Et quand elle comprend, qu'elle prend conscience de ses ressentis, pourquoi elle ressent ça, et à se poser les bonnes questions, parce que dans chaque question, vous savez très bien qu'il y a déjà la réponse. Donc voilà. Faut justement se poser les bonnes questions. Exactement. Je pense que parfois on se pose juste pas les bonnes pendant très longtemps, et puis tout d'un coup on réalise que, et on en parlait, cette question de vouloir avoir raison dans la vie. On peut remarquer que y a des personnes, c'est évidemment très inconscient, mais c'est ce besoin de donner raison à des choses qui ne nous rendent pas bien, et donc ça n'a aucun sens de continuer à valider en nous inconsciemment des choses qui ne nous amènent pas les bonnes personnes, enfin qui ne créent pas en fait l'endroit pour être vraiment dans la vie qui nous ressemble et qui est la nôtre. Je suis très émue, j'adore cet échange avec vous deux. Je passe juste un moment délicieux. On va inviter évidemment nos très chers auditeurs à découvrir ces deux ouvrages, et on donnera aussi la suite, puisque voilà, on va donner deux autres ouvrages pour pouvoir un petit peu continuer avec ces sujets. Donc Daniela Knafo, guide de survie face à une personne à comportement difficile ou toxique, c'est aux éditions Lanor, et Christina Marquez, confidence d'une ancienne dépendante affective, pareil aux éditions Lanor, qui sont partenaires pour cette émission. Est-ce que vous souhaiteriez dire un dernier mot avant de laisser nos auditeurs justement peut-être pouvoir aller découvrir vos sites internet aussi et vos méthodes qu'on donnera juste après? Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez nous partager? Alors déjà, merci à toi de nous avoir reçus. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est aimez-vous. Aimez-vous, rappelez-vous que chacune de vous, vous êtes vraiment une très très belle personne. Une belle personne et unique. Aimez-vous comme vous êtes. Et chacun de vos défauts, faites-en des qualités, faites-en des défis. Voilà, tout simplement. Puis souvent, finalement, un défaut, c'est comme une qualité poussée un petit peu à son extrême, mais ça reste quand même une qualité d'un autre, mais oui, on est d'accord. d'un autre côté. Moi aussi, je te remercie. Merci du fond du cœur pour ton accueil. Oui, c'est un peu dans ta continuité, Daniela, c'est sûr. On est venu apprendre l'amour de soi en premier, parce que moi, je suis convaincue aujourd'hui, c'est une certitude pour moi, on ne peut pas aimer les autres tant qu'on n'a pas appris à s'aimer d'abord soi-même. Mais moi, j'ai découvert une particularité dans cet amour de soi, dont on n'est pas conscient de ça. C'est que quand on dit aime-toi tel que tu es, on oublie vraiment que dans le terme tel que tu es, ça comprend également toutes les parties sombres en nous, que nous qualifions comme des parties sombres. Parce que la plupart du temps, on cherche justement, dans cet amour de soi, on cherche en fait à trouver la solution miracle pour ne plus vivre ces parties qui sont des défauts, que nous qualifions comme des défauts, et on voudrait qu'elles disparaissent comme par magie. Or, l'amour de soi, c'est s'accepter intégralement, entièrement. Et ce que nous considérons comme des parties sombres, c'est même par là qu'il faut commencer l'amour de soi. Parce que sinon, on ne peut pas voir la lumière en nous. On doit d'abord apprendre à voir la partie sombre en nous pour qu'on puisse justement laisser jaillir la lumière en nous. Voilà, ça passe par ça, l'amour de soi. Alors, on a deux autres ouvrages qu'on souhaite présenter aujourd'hui. Donc, Christina, ça, c'est la suite donc, de Confidence d'une ancienne dépendante affective. C'est Confidence d'une célibataire épanouie. C'est ça. C'est aussi aux éditions Lanor. Et nous avons Tu as en toi les clés qui ouvrent tout.
Merveilleux. Et ça, c'est de Daniela Knafo. Merci. Aux éditions Lanor, évidemment. Merci infiniment. Peut-être qu'on va Merci juste donner beaucoup. rapidement vos sites internet si on veut te retrouver, Daniela. Où est-ce que c'est le plus simple? www.labelcoachandco.fr. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui. Et Christina? Et moi, www.christinamarquez.fr. Merveilleux. Merci infiniment à vous deux. Merci J'ai passé à un toi. moment Merci, Christina. d'amour, en fait, tout simplement, Merci à à cœur toi. ouvert. Et c'est bon, ça fait du bien. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous embrasse évidemment très fort. Le meilleur pour vous et l'amour sur vous et en vous. À très bientôt. Le podcast amoureux, l'émission qui donne envie d'aimer, animée par Nathalie Lefebvre, en collaboration avec les éditions Fernand Lanor, qui existent depuis le XXe siècle, tournées vers la santé, le bien-être et le développement personnel. L'amour, l'amour,